Les éditions Sonobook présentent Commis d'office de Anne-Laure Caire, lu par Jean Grimaud, Max Coudray et Antoine Blanquefort. Au soutier du pénal et à Jean-Christophe. Chapitre 1. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Raconte-moi. J'essaye de faire comprendre à mon ami le Proxo que mon albanais est trop rudimentaire pour lui raconter un livre dans lequel il ne se passe rien. C'est en 1840. Et alors? Fait-il, vexé. Il croit que je le snobe, et il boude. Je me lance dans une traduction libre à partir de la centaine de mots qu'il m'a appris depuis que je partage sa cellule. De toute façon, il n'y a rien de mieux à faire. Aujourd'hui, il pleut si fort dehors qu'il est impossible de sortir en promenade. Un homme voit un jour femme qui est mariée et il aime femme qui est mariée et il attend toute sa vie femme. Elle s'appelle comment? Madame Arnoux. Il réfléchit et digère l'information en dodelinant de la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Il a mal pendant sa vie qui passe. Il ne fait rien. Je suis spectateur d'une rencontre du 3e type. Dragan Dostum, proxénète du boulevard Serrurier, à qui il est reproché, entre autres, d'avoir cogné et vendu des filles qui tapinaient comme des feignasses, tente un mouvement d'empathie envers les souffrances de Frédéric Moreau. Et le mari? Il est vieux, pas beau. Il va dormir avec autre femme. Il a argent, mais il perd argent. Alors, pourquoi il prend pas la femme du vieux? Parce qu'il préfère avoir mal. Il me regarde avec une gueule confite d'incompréhension. Pourquoi tu lis ça? Parce qu'il n'y avait que ça dans le chariot de la bibliothèque. J'ai dit cette dernière phrase en français, mais il a compris. Lis, je vais dormir. Alors, je me mets à lire à haute voix pour bercer le gros Dostum, qui dans le lit au-dessus du mien, dans un grincement infernal de vieux ressorts, se blottit dans sa couverture pour s'endormir. Il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame, et bientôt Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Il n'est que 4 heures de l'après-midi, mais comme l'hiver approche et qu'il fait un temps pourri, il fait presque nuit dehors. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Il ronfle. Moi aussi, je me mets à flotter. J'ai 18 ans. Il pensait à la chambre qu'il occuperait à Paris, au plan d'un drame, à des sujets de tableau, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. Fier comme Artaban, mon bac en poche, je lis l'éducation sentimentale, crânement vautré sur les banquettes du RER, ligne A, direction Boissy-Saint-Léger. Je vais moi aussi à Nogent pour annoncer à mes parents que j'ai trouvé une piole à Paris et que je vais partir. Je m'émerveille du fait que depuis 1840, rien n'est à ce point changé. Comme Frédéric Moreau, je veux bouffer le monde et les demi-mondaines me font fantasmer. Je rêve à mon petit appart douillet, aux filles que je m'y taperai, au fric que je vais gagner, à la caisse que je me paierai. Mais par-dessus tout, je suis convaincu que le bonheur mérité par l'excellence de mon âme est à la fois immense et imminent.
J'ai 18 ans, j'entre en fac, je suis un cador. J'aurais dû me méfier de l'engouement que j'avais pour ce roman. Je le relis aujourd'hui avec un œil neuf, et je m'aperçois qu'il s'agit avant tout de l'histoire d'un échec, de la faillite d'une vie. Une fade succession d'avortements et d'impasses. Est-ce le contexte de la prison qui me rend clairvoyant ? Ma vie commençait mal, car elle commençait sans passion. Doué en rien et bon à tout, je m'étais inscrit après le bac sur les conseils de mon père dans ce qui était d'abord une fac de droite avant d'être une fac de droit. Tu verras, il n'y a rien de mieux que de fréquenter les fachos pour qu'on oublie d'où vient ton père. État des choses qu'il n'était jamais parvenu à faire oublier, le pauvre, même après 30 ans à singer la France réelle au cercle interallié, entouré de bourgeois qui l'ont toujours méprisé. Les Juifs, c'est pas qu'on les aime pas, mais... disait la chanson. Et puis, ce fut le premier jour de cours. J'étais trop jeune pour le formuler avec précision, mais je peux dire qu'à l'époque, j'avais déjà flairé, comme une arnaque, un mauvais présage. Un gros thésard joufflu et vieille France, répondant au nom de Jean-Marie Guillemet, fit l'appel. Brunois. Ah, cela a-t-il un rapport avec monsieur le bâtonnier Brunois ? Ah, c'est votre grand-père. Ripper ? Ah, le doyen Ripper est votre oncle. Ah. Et ainsi de suite. Sacré Guillemet. Je le voyais comme si c'était hier, énumérer des noms de sénateurs, de conseillers à la Cour de cassation, de parlementaires. On aurait dit un Biafrais devant une pâtisserie. Millefeuille, Saint-Honoré, Paris-Brest. Il en avait plein la bouche, le Guillemet. Ça fleurait bon la pierre de taille, avenue du Ken, la chasse en Sologne, les vacances sous la pluie à lire Balzac, le bridge et les jésuites. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi mon père était à côté de la plaque. Le vrai bourgeois ne cherche pas le soleil sur la côte d'Azur. Il vit à Paris sous les moulures avec un caveau dans une province pluvieuse. Il appartient à la classe dirigeante depuis au moins 5 générations et ne considère mon existence que parce qu'il a les idées larges. Il ne s'appelle définitivement pas Christophe Lebowitz. Guillemet, ce premier jour de cours, n'a même pas prononcé mon nom. Je crois que c'était simplement par humanisme, car il m'a très bien noté toute l'année. Et puis j'ai fait mon droit, comme disait Flaubert, et je suis devenu avocat, mais le bonheur mérité par l'excellence de mon âme s'éloignait pas à pas jusqu'à en devenir inaccessible. Je n'avais toujours ni fric, ni caisse, ni gonzesse, mais surtout, j'avais perdu l'espoir. Mes études m'avaient fait prendre conscience d'un signe que je n'avais jamais remarqué. La marque de la petite bourgeoisie parvenue qui était là, bien en évidence sur mon front, depuis le premier jour de ma vie. J'ai choisi comme maître de stage un type à la mesure de mon désenchantement. Un pénaliste juif, criblé de dettes, menteur, coureur de jupons, pervers polymorphe, mais avec un cœur d'or. Je l'adorais. Il faisait penser aux caricatures des journaux d'avant-guerre, comme Candide ou Gringoire. Le juif vous ment, le juif vous spolie, tuons le juif. Petit, le nez crochu, de gros yeux globuleux, il ressemblait au Yoda de la guerre des étoiles. Ses vêtements n'étaient jamais nets, et il agrippait toujours les gens quand il leur parlait. Je crois qu'il m'a pris en pitié. Ma mère, portant un nom bien français, je m'appelais par-dessus tout Christophe Lebowitz Berthier. En fait, je n'étais même pas juif. Je n'étais tout simplement rien. Ou plutôt, si. Une espèce de mutation grotesque d'après-guerre.
Je crois que c'est pour cela qu'il m'a embauché, parce qu'il a rarement autant ri de sa vie. Parce que savoir que dans ce monde, où on s'était pourtant acharné à faire disparaître les handicapés, les juifs, les pédés et les gitans, il était né un Christophe Lebowitz, Berthier, prouvait à ses yeux que la vie arrivait toujours à faire son chemin. Faute de m'enseigner le droit qu'il connaissait seulement de manière intuitive, il m'a appris qui j'étais, ou plutôt qui je n'étais pas. Tu perds ton temps à écouter les grands bourgeois français qui plaident au subjonctif et qui comparent leur chevalière à celle des présidents de chambre. Ce n'est pas là qu'un Christophe Lebowitz-Berthier doit chercher son style. Si tu veux gagner plein d'argent, il faut que tu sois un gros métèque méchant qui plaide avec la même niaque qu'un chien qui crève de faim. Tu verras, ça vient tout seul. À force d'être plus pauvre que tes truands, à force de vivre comme un minable alors que tu es accusé d'imposture sociale, le luxe de t'enrichir comme avocat tout en restant un type classe n'est pas pour toi. À moins évidemment d'épouser une fille de bâtonnier très laide, disait le Yoda. Et il terminait toujours par « Moi aussi, je suis un métèque qui grogne, mais comme je ne suis pas méchant, eh bien j'ai 3 millions de dettes. Mais je m'en fous, parce que je baise mes clientes et qu'elles sont toutes très jolies. » Et il rajoutait « Et puis, tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir 3 millions de dettes. » Tout cela était vrai. Il avait beau être petit avec des yeux globuleux. En effet, il baisait toutes ses clientes, mais aussi ses collaboratrices, ses secrétaires, les standardistes, les greffières, et si cela n'avait pas été considéré comme un accouplement contre nature, il y aurait même eu quelques juges d'instruction qui se seraient laissés tenter. Il baisait également les inspectrices des impôts et de l'URSSAF qui croisaient sa route. C'était là qu'il fallait chercher sa source de jouvence professionnelle, la raison pour laquelle il survivait sans être radié pour dette. Toutes ces femmes, autant qu'elles étaient, furent ses obligées et contribuèrent, chacune dans leur domaine, à le sauver de la faillite personnelle. Il est mort d'une attaque un 16 février, comme le président Félix Faure, dans les bras d'une pute. Si ce n'est pas un destin, ça. Surtout pour un juif, quand on sait que c'est Félix Faure qui s'est opposé à la révision du procès de Dreyfus. Alors je me suis installé à mon compte et j'ai repris sa clientèle de femmes en larmes, de tapins et de proxos. Comme je ne savais pas y faire, les femmes m'ont largué aussitôt. Les tapins et les proxos, au fil du temps, se sont embourgeoisés ou sont morts du sida. Et puis je me suis adapté à mon temps. J'ai été l'un des premiers à faire dans le russe, le letton et l'albanais. Maintenant, d'aucuns diront que je vis même avec. C'est curieux quand on y pense, ces similitudes. Comme Frédéric Moreau, toute ma vie a tourné autour des putes, et cela faute de mieux. Chapitre 2. J'étais parvenu à atteindre une vitesse de croisière qui ne laissait présager en rien ma situation actuelle. Une vie à deux avec un type de 130 kilos qui ronfle au-dessus de mon oreille, dans une studette de 9 mètres carrés avec barreaux, exposée plein sud avec vue sur promenade à Fresnes. Je vivais alors dans un charmant petit 2 pièces avec poutre à 10 000 € le mètre carré, donnant sur le musée Picasso qui avait englouti l'intégralité de mon héritage. Je n'avais ni femme ni marmot, donc pas de soucis ni de casserole. Domicilié professionnellement chez un confrère, je n'avais pas de bureau, pas de loyer, pas de secrétaire, donc pas de charge. Tout ce que je gagnais servait exclusivement à financer mon confort personnel que je voulais douillet. Je travaillais avec mon téléphone portable. J'étais joignable 24 heures sur 24 et voyais mes clients dans les bars et les cafés quand ils n'étaient pas encore arrêtés, au palais ou en tôle quand ils l'étaient. Pour améliorer l'ordinaire et ne pas perdre contact avec les réalités du métier, je travaillais également comme commis d'office. Il y a encore 2 ans, ma clientèle de proxo était intarissable.
Il se refilait ma carte quand il se faisait serrer, et pour le surplus, des accords avec quelques interprètes de langues dites non onusiennes m'assuraient un fond de roulement constant. Lorsqu'un letton ou un ouzbek était arrêté, l'interprète était prévenu par l'ambassade et partait traduire la garde à vue. Pour faire d'une pierre deux coups, il conseillait à son compatriote un très bon avocat. En bout de queue, je rétrocédais à cet homme amical et coopératif 20% sur toutes les sommes que je parvenais à récupérer au cours de la procédure. Plus le proxénète était cruel, plus la peine était lourde. Mais plus les gagneuses étaient nombreuses et dociles lorsqu'il s'agissait de payer mes honoraires. Après une arrestation, je recevais immanquablement un coup de fil d'Allemagne. Une voix de femme me demandait en anglais combien je voulais pour assurer la défense de Rodovan, Milan, Ruslan, et je partais percevoir le cash une demi-heure après dans une agence Western Union, entre deux touristes, en face de Notre-Dame. C'était de l'argent facile, surtout que ces gars ne faisaient jamais d'histoire. Compte tenu des conditions de vie dans leur pays, je crois qu'ils percevaient la détention un peu comme du repos forcé. Et puis, ce genre de dossier ne demandait aucun effort. On en avait lu un, on les avait tous lus. Celui de Dragan d'Ostom, le gros colosse rougeau au crâne rasé et aux yeux bleu pétard, que j'ai bercé par ma lecture, en est un exemple topique. Troisième fils d'un gardien de chèvres, il était parti de la campagne à l'âge de 14 ans pour rejoindre ses frères. Les d'Ostom avaient d'abord travaillé en famille, dans une usine de métallurgie. Mais après quelques années à griller vif devant les hauts fourneaux, ils en eurent leur compte et tentèrent leur chance à Tirana. La ville et les fréquentations qu'ils y avaient trouvées leur avaient ouvert l'esprit et fait prendre conscience qu'ils étaient à un jet de pierre de l'Europe cossue. Comme ils étaient très beaux gosses, ils avaient rencontré des filles qui avaient accepté de les épouser, bien qu'ils n'aient pas le sou. Mais Dragan avait tiré le mauvais lot en la personne de la belle Ilona, une salope intelligente et ambitieuse. Ilona ne venait pas de la rue comme ses belles-sœurs. Elle avait fait des études universitaires pour être prof de français, mais l'accident dont son père avait été victime l'obligea à quitter la fac. Pour entretenir la famille dont elle était l'aînée, elle se mit à travailler dur dans un bar de Tirana où il lui arrivait de faire quelques passes pour ajouter du beurre dans les épinards. C'est là qu'elle rencontra le gros d'Ostom, qu'elle épousa bien qu'il eût 6 ans de moins qu'elle. Son idée était de partir vers l'ouest, où le tapin était, disait-on en Albanie, une entreprise lucrative, surtout lorsqu'on travaillait en famille, sans proxo, avec un homme fort pour vous protéger. Dragan et Ilona partirent donc pour l'Allemagne, où avaient émigré entre-temps les 2 autres frères d'Ostom, puis en Italie et enfin en France. Poussée par l'appât du gain, Ilona fit venir ses sœurs, ses copines, les copines de ses sœurs, les copines des frères d'Ostom en Italie et en Allemagne, les sœurs des copines, les copines des sœurs, les frères et les cousins des copines et des sœurs. Bref, tout ça avait contribué à monter un vrai réseau de prostitution internationale dont les membres tournaient harmonieusement sur l'espace Schengen pendant les 3 mois que leur permettait leur visa. Ça tapinait sans relâche, dans le froid et la pluie, aux portes du périph' sur les boulevards extérieurs. On était bien loin de la prostitution à la papa et du petit meublé cosy rue Pigalle. Mais parce que toutes les ethnies n'ont pas comme les Asiatiques le sens inné du travail en famille, tout ce petit monde se tapa vite sur la gueule. Comme Ilona trouvait que le fric ne rentrait pas assez vite, elle se mit à faire turbiner la machine à coups de trick en instrumentalisant le gros d'Ostom qui était réputé avoir la main lourde. Elle le poussa à dégager les filles qui n'étaient pas rentables en les vendant à ses frères et en les proposant à 2 pour le prix d'une à des proxos kosovars.
Ce balai se déroula sous le regard patient des gendarmes en planque qui épiaient les va-et-vient de tout ce petit monde sur son segment de bitume. Quand le dossier fit 500 pages et qu'il contint autant de noms qu'un livre de Garcia Marquez, ils levèrent les filets. Les tapins furent renvoyés dans leur pays après quelques nuits de rétention administrative au dernier étage de l'hôtel Ibis de l'aéroport de Roissy. Quant à la famille d'Ostom, stricto sensu, elle resta dans la nasse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.